Ah oui, pour les Laekenois. Ah oui, les Laekenois, ça c'est une variété qui m'intéresse au niveau du berger belge parce que ce sont des chiens assez étonnants. J'aime beaucoup leur comportement. Ah, ils n'ont pas une sélection super appuyée comme on a sur le Malinois ou sur le Tervuren. Donc des fois on a des chiens vraiment bruts de décoffrage et les caractères sont identifiables sur l'inné. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui, c'est difficile d'en avoir dans les concours. Par contre, on en a quelques-uns qui viennent parfois au TAN. Alors ça, c'est très intéressant parce que on arrive vraiment à déceler la nature du chien. Une année, on en a un. Alors ce chien, de mémoire, il appartenait à une femme, une Autrichienne ou une Danoise. Elle vient avec un Laekenois magnifique, un chien assez grand, assez costaud, très bien construit. Et donc elle passe son TAN avec le coup de feu, tout ça, pas de problème. Et le chien, d'un coup, il voit le boudin par terre. Et là, il est très intéressé par ça. Donc à l'époque, sur les TAN, il y avait Mario Pessel, Gilbert Guevel et moi. Et Gilbert, qui est un cynophile comme ça, toujours très attentif, il arrivait à déceler des traits de caractère comme ça sur les chiens au TAN. Et il dit à cette femme qui parlait français, pas couramment, mais qui avait quand même une bonne connaissance du français, et il lui dit: vous voulez pas poursuivre, on essaye de faire mordre votre chien. Et donc la dame lui dit: oui, pourquoi pas, on va essayer. Et puis alors donc il lui explique comment faire. Donc cette femme, elle est alors vraiment très disciplinée, elle fait exactement ce que lui dit Gilbert. Il lui passe un coup de boudin, l'autre, pouf, il attrape le boudin, mais alors quelque chose de comme s'il avait été débourré. Exceptionnel. Donc on regarde ça, avec Gilbert commence à le travailler gentiment, et il voit qu'en approchant un peu le bâton, le chien ne savait pas trop ce que c'était le bâton. Donc il regardait ça un petit peu méfiant comme ça. Gilbert lui amène ça comme s'il débourrait un chiot, vraiment à la perfection. Hein. Bon, Gilbert Guevel, c'est un grand cynophile, hein, on n'a pas à revenir là-dessus, mais il fait vraiment... Il fait vraiment cette opération d'analyse du test d'aptitude naturelle vraiment d'une façon très professionnelle. Et il arrive petit à petit à toucher le chien avec le bâton. C'était vraiment une très belle découverte parce que quand on parle de test d'aptitude naturelle, là du coup c'était vraiment naturel. Le chien n'avait pas été entraîné, n'avait pas été préparé. Donc là, on a vu un chien brut, accepté, vraiment un test de mordant pur, comme on aurait fait un jeune chien, on va dire, préparé ou semi-préparé dans un club, au bâton. Simplement le toucher, ce qui n'est pas toujours évident de brandir un bâton et de toucher un chien avec un bâton. C'est quand même une épreuve qu'il faut passer. Bah, lui, il l'a passé avec brio. Voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est pas la première fois que l'on voyait ce type de phénomène chez le Laekenois.
ouais, moi j'aimais beaucoup ça parce que quand on voit un Lakénois au travail, c'est des chiens un peu bourrus. Ils sont pas, ils ont pas ce côté berger affûté que va avoir le Tervuren par exemple, ou le Malinois, ou le Groendal. Et encore qu'on trouve des Malinois très bruts comme ça en Hollande ou en NVBK. Ce sont des chiens avec des aptitudes et une attitude de travail voilà, très naturelle, très brutale. Après, oui, c'est le problème, c'est ça. Après, sur les constructions, pour les faire travailler en discipline, nous, ce qu'on faisait beaucoup, c'est que dans les concours, quand on envoyait un ou une, parce qu'on avait aussi des femelles laïkénoises qui travaillaient dans le temps, on essayait tout de suite de motiver le conducteur ou la conductrice pour qu'elle vienne à la nationale d'élevage nous montrer son laïkénois. Ça, c'était super. On en a eu quelques-uns au Challenge Vazel, échelon 1, échelon 2, d'excellents laïkénois, hein, mâles comme femelles. Je me rappelle qu'à Montluçon, j'avais, oh, il y a longtemps de ça, j'avais passé mon brevet avec Boken, le brevet de ring, et il y avait un jeune homme, alors, il devait avoir 25, entre 25 et 30 ans, il avait une femelle lakénoise, et il avait passé son brevet, il avait fait l'échelon 1 derrière, c'était intéressant. Et je lui avais demandé est-ce que ça serait possible de venir à la nationale d'élevage. Alors des fois, bon, bah, c'est un peu loin, tout ça, donc les gens viennent pas toujours. Mais c'est quand même très très intéressant d'avoir ça. Donc de temps en temps, au Challenge Vazel, on avait un lakénois. Pour les artifices, ouais, passage d'artifice ou sur les programmes inédits, c'est un peu plus compliqué. J'en avais vu un dans les années 90. Un chien, parce que vous le savez peut-être pas, mais dans le programme belge, il y a aussi un campagne. Johan Verkusen avait un lakénois. C'est d'ailleurs le chien que vous voyez dans les livres où, quand vous voyez les quatre variétés, Tervuren, Groenendael, Malinois, Lakénois, c'était son lakénois. Il faisait du campagne avec. Un très bon chien. Et puis après, ben, est arrivée Santana. Hein. Je pense que c'est elle qui a vraiment déverrouillé la situation. Santana a été extraordinaire en monduring. Elle a travaillé pendant. Elle a fait toute une saison de monduring 1 où elle a accroché les podiums. Elle est venue aussi faire le challenge des tailleurs en 1, en 2. Puis elle est arrivée en 3. En 3, on n'avait jamais vu une lakénoise de ce niveau. Hein. Elle a accroché les podiums. Elle arrivait quand même à tanner des malinois. Hein. C'est ce qui est quand même assez extraordinaire à ce niveau-là. Et puis cette chienne-là a tellement bien travaillé qu'elle a fait partie de l'équipe de France. Carrément, hein, l'équipe de France professionnelle 3. Hein, elle a intégré le cursus du très haut niveau en monduring et elle a fait un parcours, moi je me rappelle, c'était au Touquet, un parcours magnifique. Tous les gens là-bas l'ont ovationné et nous on était très fiers en équipe de France d'avoir une femelle de ce niveau. Bon, il faut savoir que son conducteur et propriétaire, c'est monsieur Jean Rabille, hein, qui lui est à l'époque c'était un jeune homme qui commençait, aujourd'hui c'est quand même une pointure dans le milieu, hein. Il est entraîneur d'équipe, il est homme d'attaque, c'est lui que vous avez vu sur les fameuses photos de Extra quand elle l'attrape par-dessus les gerbes d'eau et tout ça, c'est lui qui est dans le costume, hein. Attention, hein, c'est quand même quelqu'un de très haut niveau, c'est un garçon humble, discret, mais c'est un grand cynophile. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Jean Rabille, parce qu'il est capable de travailler dans toutes les conditions et de mettre en place des chiens avec une intelligence et parfois des chiens un petit peu complexes à mettre en place. Lui, il y arrive. Hein. Donc ça, c'est quand vous discutez avec des cynophiles comme lui, c'est très très intéressant de connaître la construction et la chronologie des exercices et de la façon dont il travaille ses chiens et ses chiennes. Au niveau des personnalités cynophiles, oui, vous avez toujours besoin de trouver
des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui en remettent à niveau, hein. Ça c'est obligatoire, c'est comme ça que l'évolution se fait. Oh non, mais vous savez, quand vous avez un bagage cynophile de 30 ou 40 années derrière vous, vous le décelez rapidement, hein, celui ou celle, hein, qui est fait pour ça. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui travaillent avec un super bon état d'esprit, qui ne sont pas dans la championnité aiguë, qui sont vraiment là pour mettre des chiens en place, proposer une sélection, travailler en bonne intelligence. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont vraiment qualifiés. Je vous l'ai dit dans l'épisode du Tervuren, j'ai été subjugué de voir des jeunes hommes et des jeunes femmes avec un tel niveau à 30 ans, hein. Ah oui, 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 il faut en prendre soin de ces gens-là. On en a besoin parce que ce ne sont pas des gens traditionnels, des personnes traditionnelles. Ce sont des futurs grands cynophiles. Donc il faut absolument être intelligent et faire en sorte que ces personnes soient le mieux possible et que nous, les anciennes générations, on leur explique les choses pour qu'ils puissent travailler le mieux possible avec le moins de contraintes possible. Parce qu'aujourd'hui, un jeune éleveur, c'est pas du tout euh, le même, le même travail et les mêmes difficultés administratives qu'on avait nous jadis. Aujourd'hui, il faut remplir des papiers, il faut faire des choses, ça devient un petit peu compliqué. Un cynophile n'est pas là pour remplir des papiers comme quand on veut se faire rembourser par la sécurité sociale, hein. Il faut quand même que des gens qui travaillent, que ce soit en élevage ou en dressage ou des présidents de clubs, etc., soient quand même un petit peu, comment dire, qu'on allège un petit peu toutes ces charges administratives, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à remplir. Ouais, après c'est une gymnastique, oui, c'est ça, ça se fait bien dans le. Voilà, on prend un peu de temps, voilà, on fait ses comptes bancaires et puis on fait ses comptes cynophiles. Voilà, aujourd'hui c'est un petit peu ça. On a un cahier pour la maison, un cahier pour le chien, un cahier pour tout ça. Non mais il faut pas perdre de vue ça parce que si vous voulez, on va se retrouver avec des cynophiles qui vont se démotiver parce que soit ça va coûter énormément d'argent, deux, il va falloir trouver le temps pour s'occuper de tout ça. Donc, vous savez, quand vous avez une famille à gérer en plus, ça fait beaucoup. Donc, il faut toujours rester vigilant et pas non plus trop accabler les cynophiles, les éleveurs. Je parle des amateurs hein, qui font vraiment ça en, par passion pure. Je ne dis pas que les professionnels ne font pas ça non plus par passion, mais c'est-à-dire que ce n'est pas leur gagne-pain. Ils font vraiment ça par passion. Ce sont des éleveurs amateurs, hein. Amateurs, ça ne veut pas dire et les amateurs et les professionnels. Amateur, ça veut dire amateur, amateur de la race. Ils aiment la race. Par le biais d'une portée euh, bien faite et intéressante, ils gagnent 3 sous et ces 3 sous, ils la remettent dans la portée qu'ils vont faire après, hein. C'est pas, ils partent pas en vacances avec les sous qu'ils vont gagner d'une portée, etc. En plus, vous savez, ça c'est très ingrat, hein, parce que vous pouvez faire une portée où vous avez 2 mâles. Voilà, bon, si vous faites une portée où vous avez deux chiens, même s'ils sont bons, vous vous rentabiliserez jamais. Une fois que vous avez payé tout ce que vous devez payer autour, les talons, l'administration, le vétérinaire, etc. Vous savez, vous n'allez pas vous acheter une belle voiture avec ça, hein. Donc, il faut être vigilant. Après, les professionnels, ils arrivent toujours à gérer ça parce que c'est leur métier. Ils font ça toute la journée. En général, ils ont une pension canine, un club de dressage, l'élevage qui va avec, etc. Et ils arrivent à se débrouiller. S'ils perdent un peu d'argent excusez-moi, une voiture qui vient de passer, si jamais ils perdent un peu d'argent dans l'élevage parce qu'ils n'ont pas eu une portée intéressante ou ils n'ont pas eu une portée avec un quota de mâles, ils ont eu plus de femelles que de mâles, choses comme ça. Bon, ils arrivent à retomber sur leurs pieds avec la pension canine ou les cours de dressage ou les cours d'éducation. Mais un amateur, il ne fait pas tout ça. Donc, il faut bien définir les choses entre quelqu'un qui fait
1 à 2 portées par an et quelqu'un qui en fait 10 ou 15. Ça n'a rien à voir. Ah oui, nous dans le berger belge, dans le Malinois, surtout, on fait une grande différence, oui, par rapport à ça. Bah oui, le petit amateur qui dans son coin sort un chien de temps en temps à haut niveau et celui qui fait X portées et qui en sort 2, il y a une différence quand même hein, entre celui qui a travaillé et qui a su bosser sur sa génétique et qui amène chaque année un chien intéressant. Le gars qui produit beaucoup et qui sort des chiens intéressants, mais voilà, dans le nombre, c'est logique. S'il sortait pas de chiens dans le nombre de sa production, ce serait un drame. Après, vous avez des amateurs qui ne sortent pas de chiens et qui font peu de portées, mais bon, ce qu'ils font, c'est pas intéressant. Et puis vous avez des professionnels qui sortent des chiens parce qu'ils font des portées, mais c'est intéressant. Donc vous avez tous les cas de figure. Donc voilà, il faut analyser l'élevage, comment la personne travaille, combien de chiots il produit, et voilà, faire un quota et vous dire, voilà, ce gars produit, on va dire, 20, 30, 40 mâles par an, il y en a 2 tiers qui sortent, mais ils sont intéressants. Voilà. Et, si vous voulez, c'est pas l'amateur qui fait le chien, c'est pas le professionnel qui fait le chien, c'est la connaissance de la personne qui élève qui fait le chien. Ouais, c'est ça. Nous, à notre époque, on n'avait pas ces questions à se poser, on n'avait pas de professionnels. Donc les gars, le Malinois, c'était un chien qui ne se vendait pas. Pour les vendre, on les vendait dans le circuit de la compétition. De temps en temps, on avait la chance d'en vendre un à l'étranger parce que bon, on avait des amateurs éclairés qui étaient intéressés par notre lignée et nous en achetaient un, mais c'est pas comme aujourd'hui. Nous, on est passé de 2500 naissances à 5000, puis à 8000, puis à 10 000, puis voilà. C'est devenu exponentiel. Aujourd'hui, vous avez des gens qui élèvent des Malinois comme s'ils élevaient des bichons ou des Yorkshire ou des chiens ou des Labradors, des chiens qui se vendent bien sur le marché parce que c'est un, comment dire, il y a ce petit effet de mode qui fait que aujourd'hui il y a une demande dans le Malinois. C'est complètement stupide parce que les éleveurs qui élèvent des Malinois ne connaissent pas la race, donc ils élèvent des Malinois parce qu'ils ont entendu ceci ou cela. Donc ce qu'ils font, c'est qu'au moins ils font des tests de santé, donc ce qui est déjà une très bonne chose. Mais comme ces gens-là ne connaissent rien aux Malinois, ils les vendent à des gens qui ne connaissent rien aux Malinois. Et voilà, donc au bout d'un moment, ça ne fait plus. Ces gens-là ne vendent plus des Malinois, mais ils vendent un ersatz de Malinois à un ersatz de gens qui achètent des Malinois. Donc ça devient problématique parce que au bout d'un moment, les gens sont dépassés parce qu'ils ne connaissent rien. Donc ces gens-là finissent à la SPA ou sont vendus à l'armée ou sont vendus, voilà. Mais c'est pas très intéressant dans la construction d'un cheptel. Donc si dans le meilleur des cas, le gars qui a un Malinois qui ne gère pas du tout et il appelle les militaires ou la police ou une administration quelconque en disant voilà, je gère pas du tout mon chien, je vous le confie. Bon, il fait un don pour notre armée française ou pour la police, on ne sait jamais. Peut-être que dans les administrations, ils seront contents de récupérer un chien d'une bonne qualité. Mais si c'est pour aller acheter un Malinois à un prix dérisoire et aller le mettre à la SPA du coin parce qu'on est un gros baltringue et qu'on comprend rien, voilà, moi je ficherais ces gens-là et j'interdirais aux gens qui abandonnent comme ça un Malinois en SPA ou autre chose comme ça, je les ficherais et je dirais monsieur, vous n'aurez plus jamais de chien de votre vie. Plus jamais. Comme ça, au moins, ce serait réglé. On ne se poserait plus toutes ces questions existentielles. Pourquoi il y a tant de Malinois dans les SPA? Pourquoi il y a tant de ci, il y a tant de ça? Voilà. Nous, au club de race, on essaye de gérer tout ça. Mais il faudrait mettre une interdiction à ce moment-là de vente. Il faudrait mettre un quota de vente, etc. Vous vous rendez compte la complication qu'on va amener au niveau de l'élevage? Parce que vous avez des gens qui vendent bien leurs chiens et qui les vendent à des gens bien. Voilà. Le tout, c'est de répertorier les chiens qui finissent dans les SP1, de savoir d'où ils viennent, ces chiens-là,
qui les vend, combien ils les vendent et à qui. Et après, on fait un bilan de tout ça en disant, vous, monsieur, vous êtes un éleveur en plastique, là, vous faites n'importe quoi, donc vous élevez plus, c'est terminé. Et vous, là, monsieur ou madame, vous avez acheté des malinois, un malinois, vous maîtrisez que dalle, donc vous n'aurez plus jamais de chien de votre vie. Terminé. Quand on commence à parler comme ça, les gens font attention. Mais nous, en France, on n'en est pas là. Tant qu'on n'aura pas des politiques qui prennent ça en main, on n'y arrivera jamais. Ils sont toujours en train de faire des lois pour empêcher ceci ou cela au niveau de ce qu'est la compétition ou de ce qu'est le travail. Alors ça, ils sont forts hein, pour nous dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas utiliser un collier comme ci, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Par contre, pour régler les vrais problèmes, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Hein. Puis pourquoi demander l'avis des gens du club hein c'est pas la peine.